Bonjour. On aborde aujourd'hui une question vertigineuse. Comment est-ce qu'on rend la justice après l'inimaginable, après des crimes de masse, un génocide? C'est une question fondamentale, oui, et les documents qu'on a là nous plongent au cœur de deux des pires tragédies de la fin du XXe siècle, le Rwanda et l'ex-Yougoslavie. Exactement. Mais ces documents racontent aussi une autre histoire, Ah oui, celle d'une tentative parfois presque désespérée de réinventer la justice face à des crimes qui dépassent l'entendement. oui, vous avez raison. C'est l'histoire de la naissance, en quelque sorte, d'une justice pénale internationale. On va donc explorer ces deux laboratoires, comme vous disiez. C'est ça. On va commencer par le Rwanda. Pour comprendre le génocide de 1994, il faut d'abord regarder un peu en arrière. Les sources nous montrent une société composée de Hutus et de Tutsis. Oui, et ça, c'est un point absolument crucial. À l'origine, cette distinction, Hutu-Tutsi, elle est plus socio-économique qu'ethnique. Pour faire simple, on a les Hutus majoritairement agriculteurs et les Tutsis minoritaires plutôt éleveurs. Mais alors, comment est-ce que ça a basculé? C'est le colonisateur belge qui, pour mieux contrôler le pays, a en quelque sorte gelé ces catégories. Il a créé des cartes d'identité avec une mention ethnie. Ah oui, d'accord. Et donc, une différence sociale qui était assez fluide, elle devient une division raciale, rigide, administrative. Et c'est cette simplification toxique qui a créé, comme le dit un des textes, un sentiment d'exclusion pour les Hutus, des frustrations et des tensions. Et ces tensions, elles finissent par exploser le 6 avril 1994. L'avion du président Hutu Juvenal Habyarimana est abattu. Et là, immédiatement, les extrémistes Hutus accusent le Front patriotique rwandais, le FPR, qui est majoritairement Tutsi. C'est l'étincelle qui met le feu à la poudrière. Une poudrière qui s'embrase à une vitesse terrifiante. Terrifiante, c'est le mot. En à peine 100 jours, entre avril et juillet, plus de 800 000 personnes sont massacrées. Principalement des Tutsis, mais aussi des Hutus modérés. Et ce n'est pas une guerre classique. Non, pas du tout. C'est l'armée, bien sûr, les milices anti-Amwe, mais c'est aussi une partie de la population civile, armée de machettes, qui tue ses voisins, ses amis. La caricature de Kroll qu'on a, avec cette mer de crâne, et la question «Est-ce que le monde se souvient?» elle dit tout de l'ampleur du Et massacre. de ce sentiment d'abandon total. Alors, une fois l'horreur passée, la question qui se pose est abyssale. Comment juger? On parle de centaines de milliers de participants. Un système judiciaire classique est paralysé. C'est impossible. C'est un défi colossal. Et la réponse, du coup, a été une sorte de double approche. C'est-à-dire? Une justice à deux échelles. D'un côté, une justice internationale, et de l'autre, une justice locale. D'accord. Alors parlons d'abord de l'international. L'ONU crée le Tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR. Oui, qui siège à Arusha, en Tanzanie. Sa mission? Juger les gros poissons, si on veut, les planificateurs, les grands responsables du génocide. Et ce tribunal, il a eu un rôle important. Il a eu un rôle de pionnier, il a dû littéralement inventer le mode d'emploi. Et il a pris des décisions historiques. C'est le TPIR qui, pour la toute première fois, prononce une condamnation pour le crime de génocide. D'accord. Mais il y a plus. C'est aussi lui qui a reconnu que le viol systématique était un acte de génocide, une arme de guerre pour détruire un groupe. C'est un progrès immense pour le droit, ça. Ça change toute la perspective. Absolument. Mais en même temps, quand je regarde les chiffres, le TPIR, c'est 62 condamnations en presque 20 ans. C'est une goutte d'eau dans l'océan, non? C'est exactement ça. C'était la critique principale. Une justice perçue comme lointaine, très lente et qui ne touchait qu'une infime partie des coupables. Un article du Monde de l'époque cite une estimation qui donne le vertige. Ah oui, Il faudrait, je cite, 200 ans pour juger les accusés qui s'entassaient dans les prisons rwandaises. 200 ans, c'est inimaginable. Face à cette impasse, les autorités rwandaises ont dû trouver une autre solution. Et c'est là qu'interviennent les juridictions Gacaca. On prononce Gacaca. Gakaka, ce sont ces tribunaux traditionnels. Exactement. C'est inspiré des assemblées de village où les anciens réglaient les conflits. On les a réactivés en 2001. Faut imaginer la scène. Ce ne sont pas des tribunaux en marbre, non. C'est en plein air, sur l'herbe, au cœur des communautés. Et les juges ne sont pas des professionnels. Non, ce sont des personnes respectées localement. Et l'objectif, comme le dit une annexe, n'était pas seulement de punir. C'était aussi de révéler la vérité
éradiquer l'impunité et surtout de renforcer l'unité et la réconciliation. Et là, en termes d'échelle, on n'est plus du tout sur la même chose. Le tableau statistique il est frappant. Près de 2 millions de cas jugés entre 2005 et 2012. Voilà. Mais on touche là à un dilemme incroyable. En fait, le Rwanda a fait un pari, Quel pari! celui de sacrifier une partie de la rigueur juridique occidentale, il n'y avait pas d'avocat pour la défense par exemple, pour obtenir autre chose. La vérité, la réconciliation. Exactement. Une vérité dite publiquement et une forme de réconciliation. C'était un choix radical entre une justice parfaite mais inaccessible et une justice imparfaite mais vécue, au plus près des gens. Et quel est le bilan de ce pari alors? Il est très contrasté. D'un côté, on a des témoignages bouleversants, comme celui de ce rescapé, Vénuste Karasira, qui dit « Le fait de parler aux tueurs et de les écouter m'a aidé dans mon processus d'apaisement ». On voit bien la dimension réparatrice. Tout à fait. Mais de l'autre, des organisations comme Human Rights Watch ont émis des critiques très sévères. Elles parlent de justice compromise, pointent les atteintes aux droits de la défense, les risques d'instrumentalisation politique. Donc il n'y a pas de solution magique en fait. Non, il n'y en a pas. C'est pour ça que le travail de mémoire symbolisé par le mémorial de Kigali, avec ses murs de portraits de victimes, reste absolument essentiel pour accompagner ce processus. Cette solution rwandaise, à la fois locale et internationale, était donc une expérience unique. Et ce qui est fou, c'est qu'au même moment, en plein cœur de l'Europe, une autre tragédie forçait le monde à inventer un autre modèle de justice. Oui, on change complètement de contexte. Direction l'ex-Yougoslavie. Après la mort de Tito en 1980, la fédération de 6 républiques, la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, commence à se fissurer. Les nationalismes longtemps contenus se réveillent. Et de façon extrêmement violente. Dans les années 90, c'est l'engrenage de la guerre. Une guerre d'une brutalité qu'on ne pensait plus revoir sur le sol européen. On a tous en tête ces images terribles du siège de Sarajevo, une capitale européenne bombardée pendant presque 4 ans. Plus de 11 000 victimes, symbolisées aujourd'hui par ces chaises rouges, vides, installées dans une rue de la ville. Et c'est là qu'on a vu réapparaître ce terme terrifiant de nettoyage ethnique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire vider des régions entières de certaines populations, par la terreur, l'expulsion, la destruction des maisons, des lieux de culte et le meurtre. Le but, c'est de créer des territoires ethniquement purs. Et le point culminant de cette horreur, c'est le massacre de Srebrenica en juillet 1995. Oui, une zone pourtant déclarée protégée par l'ONU. En quelques jours, plus de 8000 hommes et garçons musulmans de Bosnie sont systématiquement exécutés par les forces serbes de Bosnie du général Ratko Mladic. C'est insoutenable. Et là, comment la communauté internationale réagit? Eh bien, elle finit par réagir, mais déjà avant Srebrenica. Dès mai 1993, le Conseil de sécurité de l'ONU décide de créer un tribunal international pour juger les responsables de violations flagrantes du droit humanitaire. Le droit humanitaire, c'est important de le rappeler. C'est l'idée qu'il y a des règles, même en temps de guerre. Exactement, des limites à ne jamais franchir. Et c'est donc la naissance du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le TPY, basé à La Haye. Le premier grand procès, celui de Dusan Tadic, est qualifié dans un article de Libération d'historique, d'amorce d'une véritable justice internationale. On le compare souvent au tribunal de Nuremberg. Oui, mais il y a une différence fondamentale. Nuremberg a la justice des vaincus, qui jugeait les vaincus. Le TPY, lui, c'est un tribunal civil. Il n'est pas créé par les vainqueurs, mais par la communauté internationale dans son ensemble, via l'ONU. Ça change tout. Ça change tout. C'est l'idée qu'il peut exister une justice au-dessus des États, qui n'est pas juste l'outil du plus fort. Et concrètement, ce tribunal a-t-il été efficace? Si on regarde l'infographie, le bilan est considérable. Sur 161 personnes mises en accusation, il y a eu 90 condamnations. Et un fait majeur, aucun fugitif n'a échappé à la justice. Tous ont été arrêtés et jugés. Et on parle de responsables de premier plan. Oui. Le président serbe Slobodan Milosevic, mort avant la fin de son procès, mais aussi Radovan Karadzic et Ratko Mladic, le chef politique et le chef militaire des Serbes de Bosnie, tous deux condamnés pour génocide. Donc, au-delà des jugements, quel a été l'impact à plus long terme? Il a été immense. Un des textes le dit très bien. Il a radicalement transformé le paysage du droit international humanitaire. Il a créé des jurisprudences qui font autorité aujourd'hui. Il a permis aux victimes d'être entendues. Et enfin, il a rassemblé une documentation colossale, une archive irremplaçable pour l'histoire et contre le négationnisme.
Alors si on met les deux expériences en parallèle, Rwanda et ex-Yougoslavie, on voit bien ces deux réponses très différentes à la même question de la justice après le crime de masse. C'est tout à fait ça. Le schéma de synthèse le montre très bien. Ces tribunaux ad hoc, créés pour une situation précise, ont été des laboratoires. Ils ont essuyé les plâtres, en quelque sorte. Et c'est toute cette expérience qui a permis de construire la suite. Exactement. C'est l'expérience accumulée au Rwanda et en ex-Yougoslavie qui a rendu possible la création en 2002 d'une juridiction permanente et universelle, la Cour pénale internationale, la CPI. On voit donc ce cheminement, cette tentative difficile, imparfaite, de passer de la guerre à la paix, non pas par l'oubli, mais par le chemin si complexe de la justice. En fin de compte, ces tribunaux ont affirmé un principe essentiel. Même les plus hauts dirigeants ne sont pas au-dessus des lois. La question qui reste ouverte, c'est de savoir si cette justice internationale pourra un jour être assez forte, non seulement pour punir, mais surtout pour prévenir de telles horreurs. Nous arrivons au terme de cette analyse. Nous espérons que ces éléments seront utiles pour les révisions